Bonsoir, bienvenue sur cet épisode de Plateau Ciné numéro 17. Et j'ai laissé le son. Pourquoi 17 Parce qu'on est déjà sur le numéro 17. Mais on C'est est pas le numéro 20 22. Non, c'est pas le numéro 20 parce qu'il y a les spin-offs. Bonsoir Audrey, comment vas-tu Audrey? Bonsoir Hugues, très bien et toi? Bon, bien. T'as ton petit carnet? Oui, toujours. D'accord. À chaque plateau ciné, j'ai mon petit carnet. Nouveau plateau ciné maintenant, c'est... Voilà, la mèche rouge. Eh ben, quelle entrée fracassante! Oui, désolé, on va se donner. On a vu 1917 cette semaine. Enfin là, il y a une semaine pile, finalement. Là, on était dans les salles obscures, en train de pleurer nos vies. Et on va en parler juste après. Au programme de ce plateau ciné numéro 17, bien évidemment, nous aurons l'agenda des sorties. Avec l'apéro, les bouchées à ne pas rater, les petites saucisses cocktail, les sorties pour le nom les popcorn ça sera trop, le plat principal ça sera 1917, quelques anecdotes, quelques news aussi qui sont passées sous plat principal, je ne sais pas pourquoi, et on finira par les Twitter etc. Et le reste de la fin de l'émission, et cette intro est beaucoup trop longue. Ta phrase veut rien dire. Tout à fait. Audrey, est-ce qu'on passe au l'agenda des sorties? Allons-y. Alors au début, je voulais faire les sorties de mars et revenir sur les incontournables de février, par exemple. Et puis en fait, j'ai pas du tout eu le temps. Non, mais il fallait faire que mars. Bah du coup, j'ai fait que mars parce que j'ai pas du tout eu le temps. Oui, parce qu'on a un plateau ciné de retard. Donc, je commence par mes 4 films que j'ai très très envie de voir au mois de mars. D'accord. Mais très très envie de voir. Ok. Ok? T'as vraiment envie de voir les 3? Les 4? Les 4? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, franchement, les 4 me... Moi, il y en a qu'un que j'ai envie de voir, mais après, c'est Ah ouais? Oui, parce que les autres, je connais pas, tu vas m'en parler. Ok. Alors, on commence. Alors, attendez, parce que comme j'étais vraiment à l'arrache, j'ai pas eu le temps de faire mes petits copier-coller, et du coup, il faut que j'ouvre mon onglet à côté. On commence par Woman. D'accord. Woman, c'est un film documentaire d'1h48. Et ben les deux, en fait. D'accord. Woman ou Woman. Ok. d'1h48, qui est réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand. Ah! Et en fait, c'est dans la même veine que Human, le documentaire qu'il avait fait, où il avait parcouru la planète et donné la parole. Qui, actuellement, juste pour info, fait des petites... a une exposition itinérante à travers la France. Ah, génial! Ils étaient à Bordeaux, là, jusqu'au 20. C'est dommage de le dire voilà. maintenant. Et donc, oui, du coup, c'est dans la même veine que Human. Le documentaire en 2 parties qu'il avait réalisé à travers différents pays pour ouvrir aux différentes cultures avec des paysages à tomber par terre. Et moi, je l'avais trouvé vraiment magnifique. Après, chacun a à redire sur ce qu'il a à redire, mais... Et donc là, on est plus précisément sur la place de la femme dans les différentes cultures et donc les différents pays. Oui. Voilà. Donc, il y a plein de petits portraits. Il a interrogé 2000 femmes à travers 50 pays différents. Et il traite de plein de sujets qui passent par la maternité, l'éducation, le mariage, l'indépendance financière, les règles, la sexualité, et plein de difficultés auxquelles elles font face. Voilà. D'accord. Bah du coup, moi j'ai envie de le voir, mais bon, après, c'est moi. J'ai un peu déconné sur les incrustes, excusez-moi. C'est pas grave. Donc il sort le 4 mars, c'est-à-dire dans 2 semaines. Oui. Mon deuxième film que j'ai envie de voir, c'est Radioactive. D'accord. Qui sort lui... Imagine Dragons. Pas du tout. Non, d'accord. Qui sort lui, j'ai oublié de mettre un E d'ailleurs. Ah, c'est sur Marie Curie. C'est pas grave. Qui sort lui le 11, si je me trompe pas, 11 mars. J'arrive dans une seconde. On n'est vraiment pas au point aujourd'hui, c'est incroyable. Il sort donc le 11 mars, il dure 1h50, c'est réalisé par Marjane Satrapi. Pas du tout, c'est pas du tout Audrey Tautou. Parce que c'est un film britannique. On dirait pas du tout. Ah, oui, et c'est donc un biopic sur Marie Curie. Et sa découverte. D'accord.
Et sa mort, du coup. Et sa mort. Non, du coup, on suit sa découverte, l'exposition, et comment... L'affiche est cool. Comment c'est son mari qui, du coup, a récupéré tous les mérites, puisque, bon, c'était une femme, quand même, donc c'est pas... Bon, mais donc, voilà. Je suis pas sûre qu'on apprenne grand-chose, mais ça donne bien envie, d'autant plus que c'est fait par... que je dise pas de bêtises, le même réalisateur que Les Heures Sombres. Ah. Et c'est pour ça que ça m'a donné pas mal envie. Les Heures Sombres. Tu sais, oui. sur... Oui, de Churchill. Ah, c'était extraordinaire. Alors, oui, que je dise pas de bêtises, je crois pas confondre avec un autre, mais il me semble du coup que c'est le même... C'est le même tintouin derrière, et donc du coup, ça donne bien envie. Non, ça a l'air pas mal. La photo est jolie, en voilà. tout cas, on le voit sur la deuxième incruste, là. Ça a l'air pas trop mal. Ensuite, autre film que j'ai envie d'aller voir, mais qui plaira pas forcément à tout le monde. Oui, je pense. Oui, bah voilà. C'est Une sirène à Paris. Une sirène à Paris, ça sort aussi le 11 mars. Une sirène à Paris. C'est le dernier film de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, qu'on connaît pour être le chanteur de Dionysos, avant tout. Ah oui, pardon, non, j'ai mis merde. Non. Tu parles de qui? De Nicolas Duvauchel? Nicolas Duvauchel, oui, okay. Je confonds. Voilà. Donc, Mathias Malzieu, c'est un univers bien particulier. Il fait des films basés sur ses romans, qui sont eux aussi très particuliers. C'est toujours il essaie toujours d'amener dans un monde vraiment à part. Oui. Et donc là, il nous amène à Paris, où on suit Gaspard, qui est incarné par Nicolas Duvauchel, qui rencontre sur les bords de Seine une sirène. La sirène est jouée par Marilyn Lima. Marilyn Lima, c'est une jeune actrice française qui a été découverte notamment grâce à la série Scam France. Une série pas ouf sur une bande de lycéens, que je regarde et que j'aime beaucoup, mais c'est mon côté un petit peu ado attardé, et que j'ai beaucoup aimé moi dans cette série parce qu'elle sort un petit peu du lot, et elle a une manière de jouer que moi j'apprécie énormément. Et donc voilà. On nous demande pourquoi ado. Pourquoi ado? Par rapport à quoi? Pourquoi Scam, c'est une série pour ados? Parce que ça suit des ados et que l'intrigue est pas ouf. Mais après, chacun ses goûts. Ouais, non, ado attardé, parce que bon, voilà, c'est des lycéens. Donc moi, j'ai bien envie de voir parce que j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'a fait Mathias Malzieu. Que j'ai beaucoup aimé ses romans. Je crois qu'il y a juste le dernier sorti que j'ai pas lu. Et j'aime beaucoup Nicolas Duvauchel aussi, donc voilà. Voilà. Ensuite, dernier film du mois de mars que j'ai très envie d'aller voir et qui est pas mal attendu par pas mal de monde, mais en même temps tout le monde a peur de quoi s'attendre. J'ai pas peur, je le sens bien. J'ai pas peur. Franchement, moi j'ai pas peur. Je pense que c'est le premier où je vais kiffer. Eh ben, à voir. C'est donc, bien sûr, Mulan. Mulan version live action. C'est ça qu'on dit. Donc, Mulan version live action. L'affiche est tellement par top. Disney, évidemment. C'est réalisé par Niki Caro. On retrouve dedans un plein casting de gens 100% qu'on asiatique. connaît pas. Voilà. Et ça, c'est très très bien. Et donc, c'est pas tout à fait l'histoire du dessin animé Disney. Non. Ils se sont permis de réécrire un petit peu le truc. Ils sont pas debout sur leur chevaux, là? Si, oui. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a certains plans, quand même, qui ont l'air assez impressionnants, quoi. C'est vrai que ça donne pas mal envie. Et il y a certaines images où tu te retrouves vraiment dans le Japon médiéval, quoi. De la Chine. La Chine, mais je me suis trompée. Moi, pour moi, c'est tous les mêmes, donc... Et je rigole, évidemment. Mais donc... Fais pas semblant, on voit pas ta tête, il y a l'image. Donc, c'était mes films que j'ai bien envie de voir. C'est des films, somme toute, très féminins, tout ça. Enfin, je veux dire... Il n'y aura pas Mouchou dans ce Mulan, hein. Évidemment, il n'y a pas Mouchou. Mais par contre, il y a quand même de la magie. Il y a l'air d'avoir une sorcière côté mongol. C'est toi le mongol.
Et ça a l'air pas mal. Non, non, il n'y a pas Mouchou. Moi, Il n'y a pas le criquet. Ce qui m'a tué, ce qui m'a dit, y a aucun souci. En fait, si ça se trouve, ça va pas être bon. Mais moi, ce qui m'a rassuré, c'est la BO. La BO, elle a l'air somptueuse. Comment ça s'appelle? La BO de la bande-annonce, où ils reprennent un des thèmes de Mulan, une petite musique douce à un moment donné, et qui la met comme ça, arriver puissant. C'était top. Ouais. C'est vrai que la BO, elle a l'air vraiment bien. Donc voilà pour les incontournables du mois de mars, si on peut dire. Ouais. On enchaîne ensuite par les plus petites sorties, selon moi, mais alors peut-être pas forcément selon vous. Le 4 mars, j'ai retenu un film d'animation qui s'appelle En Avant, fait par les réalisateurs de Coco et des Indestructibles, je crois. Ah, c'est un truc d'elfe, non? Il y a un petit côté Hôtel Transylvania, je trouve aussi, mais en gros, c'est sur la magie, c'est dans une banlieue imaginaire, c'est deux frères, donc on voit là sur l'affiche, qui se lancent dans une quête extraordinaire, et en fait, ils sont partis sur... Enfin, ils viennent d'avoir 18 ans, il me semble, et du coup, ils vont redonner vie à leur père. Et donc, ils partent dans tout un périple. Bon, voilà. J'ai pas trouvé que ça avait l'air ouf, mais ça a l'air quand même pas trop mal, et c'est le seul film d'animation du mois de mars qui vaut un peu le coup. Ensuite, le 11 mars, on a La Bonne Épouse qui sort. C'est une comédie française où on retrouve en tête d'affiche Juliette Binoche et Édouard Baird. Et en fait, c'est une... Et Yolande Moreau aussi. Et Yolande Moreau, tout à fait. Je sais pas comment on appelle des tutrices, bon, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en gros, c'est dans un espèce de couvent. Juliette Binoche, donc son personnage, apprend aux jeunes filles comment bien se comporter. L'école ménagère. Ouais, un petit peu. Comment bien se comporter à table, apprendre à faire toutes les tâches ménagères, comment être une bonne épouse, etc., etc. Sauf que... Finalement, plein de valeurs qui ont été oubliées. Oui, des trucs importants, quoi. Sauf que son mari meurt. Et à partir du moment où son mari meurt, eh ben, il y a plein de choses qui changent. Genre, elle peut, pour pouvoir continuer de garder son école ménagère, eh ben, il faut qu'elle ouvre son propre compte en banque, parce qu'elle ne dépend plus de son mari. Et donc, en ouvrant son propre compte en banque, elle se rend compte qu'en fait, elle est libre et autonome. Et de fil en aiguille, elle découvre plein de choses auxquelles elle a accès. Ça se passe en mai 68. Elle se rend compte de plein de choses auxquelles elle a accès, qui se contredisent totalement avec ce qu'elle essaye d'apprendre aux jeunes filles. Et notamment, il y a une petite idylle avec Édouard Baird à un moment, et ça a l'air sympathique, parce que la confrontation des deux mondes a l'air un peu drôle. D'accord. Ensuite, le 11 mars aussi, qui sort, on a Miss. Oui. Alors, je l'ai mis, mais en même temps... Je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais je l'ai mis quand même. C'est donc un film français. Ah si, je l'ai vu, oui, j'ai vu la bande-annonce. De Ruben Alves, avec dedans Alexandre Wetter. Alexandre Wetter, c'est la personne qu'on voit sur l'affiche. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon de 9 ans. Son rêve ultime dans la vie, c'est d'être Miss France. Et donc, il fait tout pour être Miss France. Et donc, 15 ans plus tard, il fait ce qu'il faut pour avoir le profil des Miss France, et il passe le concours Miss France, et du coup, on le suit dans cette aventure-là. Et ça a l'air drôle. Mais ça a l'air drôle parce que ça dénonce et ça défonce un petit peu le concours Miss France. Et c'est un film qui a l'air plein d'ouverture. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Humainement, ça a l'air plein d'ouverture sur autre chose. Et ça déconstruit un petit peu ce concours Miss France plein de convenances pourries et de paraître. Et donc, du coup, voilà. Ça m'a donné bien envie. Pourquoi pas? Ensuite, le 18 mars, on a Forte. Forte, c'est une comédie française. C'est une nana en surpoids. C'est une petite rebeu en surpoids qui veut faire du pole dance. Sa pote lui dit il serait peut-être temps que tu sois un peu plus féminine, machin, et puis elle va à la salle de sport et elle kiffe bien un mec. Ce mec est joué par Jonathan Cohen. Ah d'accord. C'est qui Jonathan Cohen? Voyons. Donc, Jonathan Cohen en coach sportif de salle de sport. Moi j'ai bien envie de voir. Et elle tombe par hasard sur un cours de pole dance.
Et elle se dit, bah, j'y vais. Et donc, du coup, elle se lance dans la pole dance. Et on suit ce personnage qui prend un peu plus confiance en elle grâce à la pole dance, alors qu'elle a pas du tout le physique des autres meufs qui font de la pole dance. Et qui apprend à s'accepter petit à petit. Ça a l'air drôle et simple, tu vois, en film de dimanche soir, un petit peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tranquillement. Petite comédie française. Peut-être le film qui te donnera envie d'essayer enfin. La pole dance, cette tout à fait. Cette discipline qui quand même, malgré tout, C'est vrai. Il me tue le pin. Te donne envie. Ensuite, le 18 mars, on a la suite de Sans un bruit qui sort. J'ai des soucis, pardon. Le thriller, film d'horreur à suspense, un petit peu, là. C'était trop bien. Dans le 1, c'était une invasion d'extraterrestres, enfin de monstres pseudo-extraterrestres. Oui, mais ça doit toujours être ça aussi. Hein. Qui bouffent les humains, clairement. Mais qui ne se repèrent qu'au bruit. Et donc, on suivait une famille en particulier. Et là, on continue de suivre, du coup, l'aventure de cette famille qui essaie de survivre. Toujours dans... C'est l'affiche espagnole que t'as mis, hein, quand même. Oui, parce qu'elle était beaucoup plus jolie que l'autre. Voilà, donc c'est l'affiche espagnole. Voilà, on n'est pas contre. Voilà pour ma sélection de films qui me donnaient envie. Après, pour finir, mais il y en a pas beaucoup, hein, il y en a plein que j'ai mis de côté, j'ai mis les films qui potentiellement pouvaient plaire à certains, ou qui potentiellement pouvaient être attendus par d'autres, ou bon, voilà. D'accord. Le 4 mars... ah oui, moi ça m'intéresse. On a un film biopic sur Charles de Gaulle. Voilà. Là, dit comme ça fait rêver. Il paraît qu'il va y avoir t'auras la version porno, ça s'appellera La Gaule. Nul. Ouais. Très nul. Donc du coup, c'est un biopic sur Charles de Gaulle. Charles de Gaulle incarné par Lambert Wilson. Oui. Ça se passera en mai 1940. C'est pas la première fois qu'il fait de Gaulle. Peut-être, je sais pas. Donc voilà, on suivra cette... Pourquoi tu parles ? Pardon. Ah oui, tu savais que la Marseillaise... Vas-y. Ensuite... Ah, il y a un autre film, mince, j'ai pas mis le descriptif, c'est con. On a un film qui sort aussi le 4 qui s'appelle Oscar et Lily. Oui. Et alors, j'ai mal fait mon taf, je crois que c'est un film allemand. Vu comment est écrit Oscar, c'est probable. Je crois que c'est un film allemand. Et en fait, on suit une maman réfugiée qui se fait expulser de son domicile et donc du coup la garde de ses enfants est remise en cause. Et donc les enfants vont être placés dans des familles, mais dans 2 familles différentes. Oh. Et du coup on suit un petit peu le parcours de ce frère et cette sœur qui vont se retrouver séparés, mais qui vont devoir réapprendre à vivre dans une autre famille, et ça avait l'air hyper touchant comme histoire. Donc voilà, du coup je l'ai mis. Ensuite, le 11 mars, on a Vivarium, qui est un film américain, avec dedans notamment Jesse Eisenberg. Ah ouais. C'est un thriller qui à la fois me donne envie et en même temps j'ai peur de perdre mon temps. Mais en gros, c'est un jeune couple qui a un emploi stable et qui décide d'acheter une maison. Ah, mais c'est Imogen. Et donc, ils vont pour acheter une maison, et en fait, ils se retrouvent dans des pavillons où toutes les maisons sont les mêmes, où absolument tout se ressemble, c'est très labyrinthique, c'est très mystérieux, et en fait, ils se retrouvent pris au piège. D'accord. Et ils vont devoir subir certaines épreuves pour survivre, j'imagine. Et donc, on suit ce couple un petit peu. Moi, ça me dit bien. Ouais, mais moi aussi. Mais il y a un truc qui me tique, tu vois. Mais j'ai bien envie de le voir quand même. J'adore Jesse Eisenberg. Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai mis ça. Ensuite, il y a un petit documentaire qui s'appelle Ascension sur le fil, qui dure pas très longtemps. Je crois qu'il dure 40 ou 50 minutes. Où on suit une équipe de grimpeurs expérimentés. Et je l'ai mis juste pour les paysages. Parce que rien que dans la bande-annonce, les paysages étaient incroyable. Ça se passe sur le pic de la Fédération. Ah, le sommet le plus terrifiant de l'Australie, ouais. Voilà, donc ça donnait très très envie. D'accord. T'as envie de rire ou c'est quoi? Non. Ensuite, le 18 mars, on a une adaptation de Pinocchio qui sort. Avec Roberto Benigni, ouais, en tête d'affiche.
Donc voilà, je l'ai mis. Why not? Certains l'attendent peut-être, je ne sais pas. Bon, Ensuite, on a Petit Pays. Petit Pays, c'est avec Jean-Paul Rouve, et ça se passe dans les années 90, et on suit un petit garçon et son papa qui vivent au Burundi. Et, la maman est rwandaise, et il y a plein de questions qui se posent sur... l'enfant se pose plein de questions sur la guerre civile qui est en train d'éclater. Et voilà, donc c'est un petit gamin qui doit avoir 10-12 ans et qui découvre la guerre, et donc il y a plein de questions qui se posent. C'est basé d'après le roman de Gaël Faye. Gaël Faye qui avait reçu, il me semble, pas mal de prix pour ses romans. Il me semble. Je m'avance pas trop. Ouais, t'avances pas. Mais je le connais plus pour sa musique que pour ses romans, donc voilà. Ensuite, on a Midnight Runner, qui est un film suisse. C'est basé sur des faits réels, donc c'est un biopic. Et c'est l'histoire de Jonas Widmer, qui est un des meilleurs coureurs de fond en Suisse, et qui projette de courir le marathon aux Jeux Olympiques. En parallèle de ça, il est aussi cuisinier. Il s'apprête à aménager avec sa petite amie. Mais il a des pulsions meurtrières, ce mec-là. Et du coup, il essaie de ne pas y répondre. Mais ça a pas l'air facile tout le temps. Je peux comprendre. Voilà. On a aussi, toujours le 18, Les Mondes Parallèles de Yuhei Sakuragi. Qui est donc un anime japonais. Un film d'animation japonais. Où on suit... Shin et Kotori, qui sont deux lycéens qui vivent à Tokyo, et un jour Shin rencontre son sosie, et en fait c'est pas tout à fait son sosie, c'est son lui, mais d'un monde parallèle. D'accord. Et ils vont devoir lutter contre une princesse malfaisante. Il n'y a pas trop de détails sur l'histoire. D'accord. Mais voilà, peut-être que ça vaut le coup. On a aussi Bloodshot, qui est un film US avec Vin Diesel, sur... c'est l'histoire de Ray Garrison, un soldat qui est tué en mission et qui est ramené à la vie par une entreprise. Et donc voilà, on suit ce super humain dans ses missions à venir. Moi, c'est un film qui m'intéresse pas, du coup, je l'ai mis, mais j'ai fait vite. Mais il doit être attendu par certains, notamment Mada, je crois, j'ai vu. Pas sûr. Après, on a La Daronne, qui est un film français avec Isabelle Huppert dedans, et en fait on suit le personnage de Isabelle Huppert qui est flic à la BAC, mais qui est aussi dans les trafics de drogue, et donc elle démantèle un réseau arabe, je crois, mais en même temps elle fait partie, du coup on la suit dans son micmac. Mais un réseau de quoi, de drogue, je viens de dire. Je l'ai dit dès le départ. Ok. Et oui, l'interprète judiciaire, voilà, c'est ça. Voilà, c'était un flic qui a son bac. Non, ça c'est pas... Donc c'était ma sélection du mois de mars. Très bien, merci. Il y a quelques petits trucs qui donnent vraiment envie. Ouais. Et d'autres, c'est moite-moite, mais bon, Mulan. Voilà. Oui, Mulan, on a compris ça. Ce sera certainement le film du mois de mars, pour le plateau ciné. Peut-être, ouais. Mais j'aimerais bien qu'on aille en voir un peu plus quand même au mois de mars. Mais bon, on n'aura pas le temps. Mais tant pis. On va passer aux news. On va commencer par une Bat News. On a le costume de Batman qui a été dévoilé, mais aussi la Batmoto de Batman pour le prochain film qui s'appelle The Batman de Matt Reeves, avec dans le rôle de Bruce Wayne Robert Pattinson. Le film, pour rappel, sortira le 23 juin 2021. Alors ça, c'est le costume. Il n'y a pas la cape, c'est normal. On ne reconnaît pas du tout Robert Pattinson. Ça sera ajouté avec des CGI. Moi, ce qui m'étonne, c'est les yeux qui sont comme ça. Ouais, les yeux, c'est bizarre, hein. Ouais, peut-être c'est parce que la photo est prise de loin. Mais il y a un petit côté, par contre, armure... Daredevil, moi, je trouve. Il y a un gros côté Daredevil et un gros côté aussi armure un peu asiatique. C'est vrai. Alors là, elle est moche, mais c'est des photos en plein jour. Oui, faut voir après évidemment. Avec les modifications derrière, etc.
Puis on a tellement été marqué par les costumes de The Dark Knight, je pense que qu'on est un bon, là, peu, ça fait pas rêver quand même. Hein. Qu'on est un peu biaisé. Regardez la première fois qu'on a vu les costumes de Ben Affleck en Batman pour Justice League, etc. On n'aimait pas. Puis finalement, en film, c'est passé. Pour rappel, on aura Zoé Kravitz dans le rôle de Catwoman, Colin Farrell dans le rôle du Pingouin. Ah, Colin Farrell. Paul Dano, l'homme mystère. Jeffrey Wright, qui est Simon, non, comment il s'appelle dans Westworld, qui joue le rôle de Bernard, qui fera Gordon, et Andy Serkis, qui sera Alfred, le majordome, bien connu. Il y a des petits acteurs quand même, ouais, et c'est Matt Reeves, Matt Reeves c'est quand même la planète des singes suprématie. Oui. Après, ça veut pas tout dire ça non plus. peut ne pas être dégueulasse. C'est Robert Pattinson, hein, il a pas non plus. Il y a un gros casting, faut pas croire. Hein. Il y a un gros casting. À voir. Exegol, le retour. Alors, Exegol, c'est la fameuse planète dans Star Wars, épisode 9. Eh bien, il y a, selon Deadline, qui est un magazine américain de cinéma, il y aura un film qui sera en préparation sur cette planète. Voilà. Donc carrément, la planète de l'épisode 9 aurait droit à un film. Bon, pour info, le réalisateur serait J.D. Dillard qui a fait Slight, je sais pas trop, j'ai pas vu ce film, et le scénariste c'est Matt Owens qui a travaillé pour les séries Luke Cage et Agent of S.H.I.E.L.D. Donc déjà un mec connu par Disney. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de la nouvelle trilogie de Rian Johnson. Oui, en même temps, on vient de finir... On ne sait pas si elle est confirmée ou pas, sinon Mandalorian, saison 2 est toujours en préparation. Okay. Donc du Star Wars, de toute façon, on va en bouffer. Je sais même que Star Wars, The Clone Wars, la dernière partie, la saison 4 est en train actuellement d'être diffusée. Donc voilà. On va avoir des suites à la planète des singes d'ailleurs. Des suites Une suite. Alors, on va pas avoir une suite qui rentrera peut-être dans la continuité des films de Matt Reeves. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir d'autres films sur la planète des singes qui garderont l'héritage de ces films-là. Okay. Donc, ils se passeront certainement après ou dans le même univers, mais qui garderont quand même ce qui se passe un petit peu et le principe de ces films-là, qui ont quand même eu beaucoup de succès, qui étaient des gros blockbusters d'été. Donc à voir. Moi ça me dit bien parce que j'ai adoré cette trilogie. Le dernier épisode était terrible. C'était terrible. C'est l'histoire, la fin, c'était touchant. Enfin bon, franchement ça peut le faire. Ensuite, Martin Scorsese en a mis un petit peu plus pour son 26e long métrage qui s'appellera Killers of the Flower Moon. Tueur des fleurs de lune. Ouais, ça sera une sorte de western, sur la lune, de gangster, qui se passera en 1921-1922 en Oklahoma. Au casting, on aura droit quand même à Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, donc un peu des acteurs fétiches du réalisateur. Ouais. Robert De Niro pour tous les films qu'il a pu faire avec lui, et DiCaprio pour Shutter Island, évidemment. Ou même Les Infiltrés. Moi j'adore Les Infiltrés, qui est un excellent film avec Matt Damon aussi. Ça parlera d'une tribu indienne à laquelle on a donné un territoire. Combien de temps va durer le film ? Je sais pas, mais apparemment ça dure un petit moment. Est-ce qu'on part sur un record de durée ? Certainement, c'est possible. Donc ça sera un film qui se passera... il décrit un peu comme un film de cow-boy, mais il y aura des voitures. Parce que comme ça se passe dans les années 20, ils auront à la fois des chevaux et des voitures. Et il y aura une histoire de peuples amérindiens qui sont un peu enfumés. Voilà, ça pouvait être intéressant. On a la date de tournage pour le film Uncharted, apparemment. Attends, Uncharted, c'est quoi déjà ? Alors, Uncharted, c'est une série de jeux vidéo. Ah oui, d'accord. C'est bon, j'ai. Développée par Naughty Dog, qui est donc qui a fait la série. C'est en fait, c'est une sorte de Lara Croft des temps modernes. Ouais. Le personnage principal, c'est Nathan Drake. Et le film, l'acteur principal du film, ça sera Tom Holland, qui incarnera Nathan Drake jeune. On parle de Mark Wahlberg en tant que Sully, c'est un peu son mentor. Et Nathan Drake, en fait, c'est une sorte de pilleur de tombes, orphelin, et qui est un peu le descendant de Sir Francis Drake, qui était un explorateur au XVIIe siècle.
Et en fait, pas du tout. C'est ce qu'on apprend dans l'épisode 3, mais on n'en parle pas plus. Et tu viens de spoiler ? Non, je vais spoiler. Donc le film va commencer le tournage dans 4 semaines. Et il sera prévu en salle pour le 5 mars 2021. Normalement. D'accord. Moi, j'aime beaucoup. La série Uncharted était une putain de série de jeux vidéo. Il y a une histoire de malade et le dernier épisode est fou. Il y a une bande originale extraordinaire. J'espère qu'ils vont pas gâcher le truc. Enfin, c'est vraiment des jeux vidéo à faire si vous voulez le faire. Si ça vous intéresse, pardon. Si vous aimez les Tomb Raider, tentez. Mulan, tiens, on va parler de Mulan qui sort le mois prochain, dont on a parlé juste avant. Et bien, le film va être interdit aux moins de 13 ans aux États-Unis. Ouais, il pourquoi sera PEGI 13. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques scènes de séquences de violence qui ont été invoquées par la Motion Picture Association of America. Donc c'est un des premiers films Disney Action Live. C'est le premier Action Live qui est interdit moins de 13 aux États-Unis. D'accord. Mais d'un côté, je suis content parce que ça veut dire que peut-être le film est peut-être plus... dédié aux adultes ? Ouais. Donc ça peut être pas mal. Garo Coronavirix. Faut savoir qu'il y a eu une grosse rumeur cette semaine sur le fait que il y aurait peut-être des soucis avec le prochain Astérix Obélix parce qu'il se passe en Chine à cause du corona. Ah merde! En fait, ça a été démenti parce que il y a une grande partie du film qui va être tournée en France et il y aura des prises de vue qui seront faites et certains trucs qui seront tournés en Chine, mais ça sera pas avant septembre prochain. Oui, donc pour l'instant, on a le temps. D'ici là, on sera mort. Voilà, tout à fait. Faut savoir que petite news rigolote, ça fait depuis quelques jours maintenant que Matt Damon et Ben Affleck se baladent en Dordogne et notamment à Sarlat. C'est vrai, on en avait parlé d'ailleurs. Dans un des plateaux ciné. Non, on n'avait pas parlé dans un plateau ciné. On avait dit qu'il était prévu qu'il y ait une arrivée en Dordogne. Non, je crois qu'on en a parlé dans un What the Fox. Non. Donc, pas. c'est Ridley Scott qui est aux manœuvres. Il y a des prises de vue actuellement au château de Bénac que moi je connais bien parce que je suis de Dordogne et en plus je connais bien les coins où ils sont, donc ça peut être cool. C'est un peu un retour aux sources pour Ridley Scott qui avait tourné son premier film qui s'appelle Les Duellistes qui avait été tourné en Dordogne, qui se passait durant l'ère napoléonienne. Et là, je pense que ça va plus se passer dans l'ère médiévale et ça s'appellera The Last Duel. Donc est-ce que c'est un clin d'œil ? Peut-être son dernier film de sa filmo. Peut-être. Ça sera un joli clin d'œil. Mais voilà, pourquoi pas, à voir. De toute façon, Ridley Scott, ça reste quand même un réalisateur qui a fait quand même des grands films, même si je suis un peu moins fan. Mais on n'oubliera pas Gladiator, Alien. Et puis voilà. Et on a eu droit à un petit deepfake cette semaine, bien fait, de Robert Downey Jr. Ah, ça lui va bien quand même. Dans le rôle d'Emmett, j'ai plus le nom, dans le rôle du prof dans Retour vers le futur, dans le doc, Emmett, Doc, dans le Retour vers le futur. C'est plutôt bien fait. Ouais. Emmett Brown, voilà, c'est Emmett Brown. Franchement, le deepfake est trop classe. Et dans le rôle, j'ai pas l'autre image, j'ai pas trouvé, on a droit à Tom Holland dans le rôle de Marty McFly. Donc, est-ce que ça a été fait de manière totalement, pour l'instant, amateur ? Ouais. Mais je crois que les deux acteurs ont été un petit peu sondés comme ça lors d'interviews et ils seraient partants. Je sais pas si ça va se faire. En tout cas, le deepfake est fou. N'hésitez pas à aller le voir sur YouTube. Vous mettez deepfake Emmett, vous mettez Retour vers le futur, Robert Downey, vous allez le trouver. Ça pourrait être cool. Moi, je trouve que la série se suffit elle-même. S'il faut, pourquoi pas faire un reboot, pas un 4. Mais là finalement, c'est juste pour le duo d'acteurs. C'est vrai. Oui, le duo d'acteurs marcherait bien. Ouais, c'est ça le truc. C'est vrai que c'est un duo d'acteurs qui marche très bien dans Avengers, pour le coup, et même dans les Spider-Man. Et pourquoi pas. Mais en tout cas, non, pas de 4, comme dit Poppy dans la chatroom. Mais juste peut-être un reboot, ça pourrait être marrant, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou mettre une autre histoire, on s'en fout, comme c'est temporel, on s'en fout un petit peu. Mais voilà.
mais touchons pas à la trilogie originale qui est très bien comme ça. Et puis maintenant, voilà, j'ai fini avec lui. Et oui, ça y est, on y est. Et puis ça a été trop long. J'ai pas su faire ma transition, excusez-moi. On va passer au plat principal qui est 1917 de l'ami Sam Mendes qui a réalisé Skyfall, mais aussi Spectre. Je crois, Spectre, oui. Qui a réalisé plein d'autres films. C'est avec George McKay, qui est l'acteur principal. Qui est Scofield, Dean Charles Chapman, qui est Blake, Dean Charles Chapman qu'on a vu dans le rôle, dans un rôle de Game of Thrones, qui jouait le frère au roi fou là, au jeune roi fou, je me rappelle plus son nom, c'est pas grave, et Mark Strong. Il y a aussi Benedict Cumberbatch, Colin Firth, et plein d'acteurs britanniques qu'on connaît et qui sont top. Le synopsis, c'est pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. Scofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la mort derrière les lignes ennemies. Qu'as-tu pensé du film, Audrey? J'ai envie de repleurer. Je viens de voir l'affiche, du coup je viens de me rappeler le film, j'ai envie de repleurer. Tu veux voir les images. Du coup on est allé le voir en VostFR, évidemment. Et il y a une tête d'anglais quand même. Hein. Et ça faisait longtemps, je pense, que j'avais pas autant vécu un film. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je veux dire, je l'ai vécu, mais pas que avec mes émotions, quoi. Il y a des moments j'étais oppressée, il y a des moments j'étais angoissée, il y a des moments j'étais soulagée, il y a des moments j'étais crispée. Enfin, j'ai vécu trop de trucs pendant ce film et je suis ressortie, j'étais fatiguée. Émotionnellement, j'étais fatiguée, j'avais envie de pleurer, j'avais mal à toute mon humanité qui est passée avant moi et j'avais envie de rester assise sur mon siège à attendre que le temps passe et que merde quoi. C'était fou. On dirait que c'est toi qui fais la guerre, putain, ouais, même parce plus que fou, c'était fort. C'était fort, ouais. Parce que du coup, c'est une manière de filmer qui est que j'ai pas vu souvent sur une longue durée. Non. Comment on appelle ça? Un plan séquence? Ouais. En fait, le film, il y a quand même un truc à dire. Le film est un peu fait en deux gros plans séquences d'1 heure. Sauf que c'est pas des plans séquences, c'est des faux plans séquences. Oui, c'est des faux plans séquences. Mais c'est quand même extraordinairement bien fait. Hein. Mais le montage derrière est incroyable. Fait la même chose sur Spectre, juste pendant la scène d'ouverture, qui était fait comme un plan séquence. Oui, je me souviens. Et là, il en a fait un film. Il se passe un blackout à un moment au milieu du film. Et ça sert de coupure, quoi. Heures, ça sert de coupure. Et limite, heureusement, c'est un moment où on a respiré. Angoissant, quoi. Parce qu'avant, on respirait pas. Et c'est un film qui est extraordinairement bien fait parce que c'est hyper immersif. Il y a des moments où on voit à la place du personnage. On est tout le temps en train de le suivre. C'est très jeu vidéo. C'est très jeu vidéo, c'est vrai. On est tout le temps en train de le suivre. On est toujours en train d'essayer d'anticiper ses actions parce qu'on a l'impression que notre vie en dépend autant que la sienne. On est toujours à l'affût de ce qui va se passer, de ce qu'il va faire, Et il y a un côté hyper étouffant et hyper enfermant. Et ouais, on respire qu'au bout d'1 heure de film, quand il a son blackout et qu'il se réveille. Et du coup, on se réveille avec lui. C'est le seul moment où on respire de tout le film, quoi. Et... Ce qui est hallucinant, c'est qu'un plan séquence, ça peut être long de temps en temps. Mais là, il n'y a aucune longueur. J'ai trouvé aucune longueur dans ce film. Pourquoi ? Parce que la caméra bouge en permanence. Que ça soit pour faire des va-et-vient, tourner autour des personnages, faire zoomer, dézoomer, faire du plongeant, qui plonge pas, qui remonte, et c'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. La caméra virevolte autour des acteurs constamment. Techniquement, je trouve que contre-plongeant, ouais, c'est un peu ça, plongeant et contre-plongeant. Le truc est, ouais, comme dit Mada dans la chatroom, le truc techniquement c'est malade, c'est mental. Incroyable. Je sais pas quoi. Je pense que ça a demandé des
ça a demandé de la chorégraphie de la part des acteurs. Ouais. Ça a demandé beaucoup, je pense, de réflexion sur où allait se placer la caméra sur cette scène, Je pense qu'il y avait des marqueurs au sol partout. Mais forcément. Et puis surtout après, il faut des espèces de checkpoints pour pouvoir finir une prise, tu vois. Oui. Et les checkpoints sont hyper éloignés les uns des autres. Oui, c'est vrai. Quand il y a un moment où ils traversent les lignes et en fait il faut que t'attendes le tas de terre derrière lequel part la caméra qui est mais genre 1 kilomètre plus loin et c'est angoissant. Ce qui est marrant c'est que t'as les personnages qui bougent et de temps en temps même la caméra se positionne derrière un élément de décor donc tu vois plus trop les personnages mais tu les revois et la caméra revient devant eux. T'as l'impression de courir avec eux, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'être le 3e en fait acolyte de cette bande de 2. C'est pas une grosse bande. Mais on a vraiment l'impression d'être le 3e militaire qui les accompagne. Et ça, c'est fort. Ouais, c'est fort. C'est très, très fort. Les décors, je sais pas si c'est filmé je sais pas s'il y a beaucoup de trucs en décor réel ou pas, mais oui. Ah ouais. Mais les décors sont incroyables. La bande son est incroyable. Ils ont creusé 1,5 km de tranchée pour le film. Mais ça m'étonne même pas. Mais parce que ce film, je le trouve d'un réalisme aussi. Ah, c'est fou. Qui est limite morbide. Parce que quand on voit les tranchées, les tranchées anglaises, du coup. C'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est l'enfer, c'est. J'ai l'impression de. Et même le en No le Man's voyant, Land. mais même le No Man's Land, mais tu vois, en voyant le film, j'avais l'impression j'avais une matière à la fac qui était sur la littérature de guerre. Et j'avais l'impression, mais de voir les images que j'avais imaginées sur les écrits des poilus. Enfin, tu vois, j'y étais, quoi. Je vois ce que tu veux dire, parce que c'est aussi au programme au collège. Je sais pas si tu te rappelles. Au collège, t'en fais un tout petit peu. Tu dois en faire quoi. Un petit peu, oui. Mais moi, à mon époque, c'était au programme. Et on avait fait... Je me rappelle d'un truc, d'un écrit avec un couteau, qui était un mec, c'était un auteur français connu. Et c'était sur un couteau où finalement il a tué son opposant à main nue. Et ce film, c'est totalement ça. C'est impressionnant. C'est d'un réalisme, c'est flippant. C'est la limite du documentaire. Ah ouais, putain, t'as les corps en décomposition, mais chaque corps a une décomposition différente parce que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il est là. T'as les rats en permanence, t'es dans la crasse, t'es dans la poussière, tu sais pas ce qui va t'arriver. Et que ce soit le début... Après, t'as pas que le No Man's Land aussi. Non, t'as pas que ça, t'as plein d'autres choses. Derrière, le village détruit. Le village détruit, t'as le petit passage dans le camion, tu vois plein de décors différents de la guerre. Et la campagne. Et chaque plan est impressionnant, et chaque endroit a l'air plein d'histoires, et c'est un film qui est hyper parlant, alors qu'il raconte une histoire en particulier, mais tu retrouves l'histoire avec un grand H derrière, et waouh, c'est... Comment t'as trouvé les acteurs? J'aime beaucoup, là, George McKay, je me souviens pas dans quoi je l'ai vu, mais c'est un acteur que je l'ai pas vu beaucoup, mais c'est un acteur que j'ai beaucoup aimé dans les films que j'ai vus, je sais pas du tout lesquels j'ai vus, et je sais pas, je le trouve fantastique dans ce film. On a des acteurs connus, hein. On a Colin Firth qui joue un rôle très grave et tu le reconnais pas, et en général qui donne une mission qui est très bien. T'as Mark Strong qui fait un passage éclair mais qui est touchant, je l'ai trouvé touchant son passage. Mais ils sont tous touchants en fait, parce qu'ils sont tous marqués, ils sont tous incertains de ce qui va se passer, et ils sont tous touchants à leur manière. Et franchement, ben tu vois, entre 1917 et le Joker, et j'ai vécu 2 expériences extraordinaires et je saurais pas lequel choisir, tu vois, si je devais choisir. C'est pas pareil. C'est un film qui est vraiment incroyable, de technique, d'histoire derrière, mais tous les acteurs, je les ai... Et même d'images, de photos, là, la photo dans le village en feu est hallucinante. Hein. C'est incroyable. C'est dans la deuxième partie, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Moi, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je trouve que la scène de bande-annonce qui montre un petit peu le film montre ce qu'il faut pour te donner envie de voir le film. Mais sans plus, ça ce que vous voyez dans cette bande-annonce, c'est qu'une fenêtre sur le film. Et franchement, c'est top. C'est donc chapeau quand même.
Le film c'est vraiment à voir, quoi. Ouais, c'est à voir. C'est à voir. Et c'est comme dit Madame dans la chatroom, c'est à voir au cinéma. Ah, clairement, Je oui. pense qu'il n'y a Oui, oui. pas... Ah non, tu regardes pas ou ça chez toi, sur un... Oui, mais si t'as un home cinéma, à la 4K, limite, quoi. Non, ou même si home cinéma, hein, quand t'as un putain d'écran 4K, UHD, HDR, enfin tout ce qu'il faut derrière, je pense que tu peux avoir une belle... une bonne expérience. Mais par contre, au cinéma, c'est top, quoi. C'est top. Nous, moi, j'ai été dedans pendant les 2 heures. Le film dure 1h59. Mais tu le vois tellement pas passer. Non, et en même temps, t'as l'impression que ça va jamais finir. Mais limite, t'as pas envie que ça finisse parce que tu sais pas comment ça se finit. Et oh là là, mais et la course de... À un moment, il y a une course à la fin, on va en parler vite fait dans les celle anecdotes. qu'on voit dans la bande-annonce Pas du tout. La course de fin. Celle qu'on voit dans la bande-annonce. Ah non, dans la tranchée. Ouais, à la fin. Avant la scène de fin. Oui, c'est quasi ce qu'on voit dans la bande-annonce, ouais. C'est et la musique est incroyable, ouais. Non, mais vraiment, ce film est à voir et il est extraordinaire. Et même à revoir. J'ai bien envie de le revoir maintenant pour être moins plongé dans l'action et plus regarder les décors. Parce que le décor est vachement fouillé. Non, mais c'était une superbe expérience. Voilà. Bon, sur ce, on lui donne combien d'obus sur 5 Plein d'obus. 5 obus sur 5. Plein d'obus. De toute façon, on parle que des films qu'on aime généralement. Petites anecdotes Vite fait, petites anecdotes. Donc le film un peu est comment dire, c'est un hommage à son grand-père, Sam Mendes, qui a participé à la guerre. Je te promets, j'ai envie de pleurer là. Voilà, donc il s'est tiré pas mal des histoires qu'il a pu. C'est pas l'histoire de son grand-père, histoires particulières. mais par contre voilà, il s'est vraiment attaché à l'esprit qu'avait voulu lui confier son grand-père. Cette histoire de sacrifice, se battre pour des causes qui sont plus grandes que les nôtres, etc. La mise en scène du coup a été bien spécifique. C'est pas qu'un plan séquence, mais plusieurs longues prises qui ont été mises à bout. Mais c'est pas des longues prises finalement. La plus grosse fait que 8 minutes. Mais voilà, c'est un truc nouvel quoi. C'est un truc nouveau quoi au cinéma et c'est top. C'est pas son premier film de guerre, Sam Mendes. Il avait déjà fait Jared, La fin de l'innocence, en 2006. Ça parlait de la guerre en Irak, mais passons. Le tournage s'est déroulé au Royaume-Uni. Ça se passe dans le nord de la France, nord de la France, voire peut-être Belgique même. Mais en fait, ça s'est fait dans les docks de Govan à Glasgow. Le fleuve, c'est le fleuve Tees dans le nord de l'Angleterre. Une carrière désaffectée pour les tranchées notamment. Un terrain d'aviation de Bovingdon et plusieurs trucs quoi. Ensuite, Tom Holland a décliné le rôle du caporal Blake. Et j'ai pas compris cette phrase. Mais théoriquement, Tom Holland il a pas voulu le prendre. Ok, d'accord. Pour jouer le rôle de caporal Blake. Mais voilà, c'est pas rentré dans son emploi du temps. Et je pense que c'est tant mieux. Ouais, parce que je sais pas si. Ah ouais, non, c'est tant mieux, ouais. Ensuite. Il y a eu un parachutiste, Paul Bidis, qui a servi dans l'armée britannique plusieurs décennies, qui a bien... Ta phrase était incompréhensible. Il y a un ancien parachutiste qui a fait partie de l'armée britannique, qui a un peu entraîné les acteurs pour leur montrer un peu l'esprit militaire, etc. Et en plus de ça, un gros souci a été donné sur les bottes et la marche. Parce que marcher dans des bottes de l'époque, c'est presque marcher dans des bottes militaires, mais un peu moins confortable. Il a fallu qu'ils apprennent à marcher, à courir avec, parce que c'est vraiment compliqué. Et même pour les soldats, ça venait pas comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Les casques qui ont été faits sont des casques qui ressemblent vraiment aux casques de base, mais ils n'ont pas été faits en matière. En fait, ils n'ont pas utilisé des casques, mais ils en ont fabriqué. Ils en ont fabriqué plus de je sais plus combien. J'ai plus le chiffre en tête, mais beaucoup. Le film est estimé à 100 millions de dollars. À titre de comparaison, Spectre avait coûté 245 millions et Skyfall 200 millions. Donc moins ? Il a coûté 2 fois moins. Waouh. Voilà. Donc je pense qu'il va en rapporter pas mal. Mais c'est hallucinant de se dire qu'avec moins de moyens finalement, tu fais plus. Donc c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 2 acteurs de Game of Thrones dedans.
Dean Charles Chapman, qui a interprété le rôle de Tommen Baratheon, et aussi Richard Madden, qui s'est glissé dans la peau de Robb Stark, qui joue les frères Scofield, je crois. Il y a eu 1,5 km de tranchée, mais je te l'ai déjà dit, c'est 300 casques qui ont été fabriqués. Ouais, c'est fou de se dire qu'ils ont vraiment creusé tout ça, ils ont créé le No Man's Land. Ouais. Tout créé. Il y a un petit accident de parcours sur la course de fin. Ouais. À un moment, quand il court, tu sais, à la fin, il rentre dans un autre soldat. Et il rebondit un peu comme un joueur de rugby dedans. Et je crois que c'est une scène de la bande-annonce. Ouais, peut-être, ouais. Et il faut savoir que c'était pas chorégraphié comme ça. Parce que cette scène a été chorégraphiée, il y a eu plusieurs prises. Ouais. Et en fait, c'est cette prise qu'ils ont gardée, qui était pas du tout prévue. Ils sont loupés. Parce qu'ils ont dit que c'était tellement réaliste que les gens se rendent compte dedans. Et Sam Mendes a dit, on garde celle-là. Mais non, parce qu'il était censé esquiver en permanence. Il était censé, en fait... Ouais, oui, parce qu'il y a un moment courir, où il se fait faucher, ouais. Et là, non, il se fait faucher, tu sais, il tombe, il rebondit, il se remet à courir... Et du coup, c'est celle-là qui est restée. Je trouve ça trop bien. C'est bien. Et il faut savoir, la dernière anecdote qui est marrante, qui est une anecdote technique. Avant le tournage, le directeur de la photographie, Roger Deakins, est parti à Munich pour voir si la société qui fabriquait les caméras pouvait utiliser la caméra Alexa LF, mais en version petite. Pourquoi ? Parce que pour que ça soit plus transportable, pour la faire suivre les mouvements. Et ils ont clairement dit, on est en train de travailler dessus. Et donc du coup, ils sont un peu dépêchés. Et ils ont eu, quelques mois avant, la société a fabriqué 3 caméras exprès pour le film, en format petit, qui les ont filmées, même avant leur commercialisation même avant la commercialisation professionnelle. Du coup, ils ont eu accès à une techno que personne n'avait, en exclu quelques mois avant leur sortie. Ce qui permet au film après d'avoir ces images-là et cette immersion-là. Et restituer vraiment la vitesse, parce que c'est ça aussi le cinéma, c'est pardon, et c'est ça qui permet vraiment d'avoir cette intimité, ce réalisme, d'avoir cette vitesse d'écran et d'affichage que seules ces caméras pouvaient faire. Voilà. Et je suis en train de mourir parce que je suis malade. Oui, ça s'entend, on comprend rien à ce que tu dis. Mais... C'est vrai ? Ouais, mais c'est pas grave. Désolé. C'est pas grave, au pire on pourra regarder. Est-ce que tu sais si le film marche bien depuis sa sortie ? Tu sais pas ? Aucune idée, j'ai pas regardé. 328 millions, on nous dit. Après un film qui a coûté 100 millions de dollars, qui en rapporte 328 millions, c'est pas mal. Dans les faits. Il est bien rentabilisé. Il a fait 3 fois le chiffre, hein, donc... Ça va. Généralement... Ça va. Généralement, voilà, ça va. Bon, mais voilà. C'est à peu près tout. Conclusion, allez voir 1917. Ouais, tout à fait. Très très clairement. Au cinéma. Ouais. Pas sur les plateformes de téléchargement. Non, faut aller le voir au ciné, celui-là. Il n'y a pas de doute. Ouais, franchement, là, tu mérites de payer... Enfin, là, tu payes ta place, mais tu la payes pas pour rien, quand même. T'es content de la payer. Ouais. T'es content de la payer, pas forcément. Mais t'es pas trop dégoûté d'avoir payé, quoi. Non, pas du tout. Vous pouvez nous retrouver ou pas d'ailleurs sur @plateau ciné, mais que tu n'utilises plus. Plus trop, ouais. Voilà, de toute façon. Mais ça va revenir. Peut-être un jour ça reviendra. C'est comme le printemps, ça va revenir. Sinon, vous pouvez tout retrouver sur l'Asso, ici, les réseaux sociaux de l'Asso, tout ce qui va bien de l'Asso sur studiorenegade.fr. On fait plein de trucs. Il y a une nouvelle émission qui s'est lancée peut-être depuis. Elle s'était lancée déjà depuis le dernier plateau ciné ou pas ? Clatte. On a une nouvelle émission totalement en audio que vous pouvez retrouver le logo ici, qui s'appelle Clat, et qui... C'est l'éclate. C'est l'éclate, vous pouvez retrouver, qui est sur tous les trucs de podcast. Sinon, vous nous retrouvez ici ou sur YouTube, ou ailleurs. Donc on est juste ici à YouTube. Ouais. Donc voilà, le mois prochain, ça sera sûrement Mulan. Je sais pas si on aura spin-off ce mois-ci, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas le temps d'aller au Cinoche. Ouais, pas trop. Sinon, si, on fera au moins prochain. Merci à tous pour cette soirée. Ou pour ceux qui sont venus voir la vidéo. Et je dis de la merde. À plus. Ciao, à plus. Ciao.